Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème économique qui va devenir de plus en plus intéressant, au moins aux États-Unis si ce n'est en Europe. C'est en fait la bifurcation des comportements de consommation entre les 10% les plus riches et les 90% qui restent. Alors aux États-Unis on appelle ça the K-shaped economy. Alors, ça veut dire l'économie en forme de K. Alors imaginez le cas en imprimerie avec d'un côté vers le haut les deux bras tournés vers le haut, donc ça va très bien, et les deux jambes tournées vers le bas, donc qui symbolise quelque chose qui va mal. Bon, avec évidemment les 90% vers le bas et les 10% vers le haut. Alors, je vais expliquer ça, c'est très simple en fait à comprendre. L'économie américaine aujourd'hui est soutenue par 10% des consommateurs. Donc la croissance est soutenue par 10% des consommateurs, c'est ceux qui ont le plus de revenus et qui ont le plus de patrimoine. Alors que les autres ont du mal à terminer leur mois, à payer leurs factures et même à se nourrir. Alors évidemment c'est pas nouveau comme phénomène, mais ça s'est amplifié depuis le Covid. On en revient toujours à ça. Pendant le Covid, comme il y avait des chèques qui étaient envoyés aux gens aux États-Unis, donc les foyers modestes, voire pauvres, ont pu, grâce à cet argent, remettre sur pied leurs finances, plus ou moins. Alors que dans le même temps, les foyers les plus aisés, eux, n'avaient pas vraiment besoin de ces chèques. Mais bon, comme ils n'avaient pas besoin de dépenser beaucoup, puisqu'ils étaient bloqués chez eux, ils étaient séquestrés chez eux, je dirais, ils se sont mis à investir énormément. N'oubliez pas que l'inflation a commencé à ce moment-là. Parce que justement, pour payer ces chèques, pour donner ces aides aux gens, le gouvernement s'est énormément endetté. Or, l'endettement par la création de dettes, je l'avais expliqué plusieurs fois, provoque de l'inflation. D'accord ? Parce qu'il y a plus de monnaie qui essaye d'acheter des biens en quantité limitée. Hein, c'est l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les biens de consommation ont augmenté, hein, bien sûr, la nourriture, etc. J'avais expliqué ce phénomène d'inflation déjà dans le passé, et par contre, il y a eu un phénomène extrêmement intéressant, c'est que les actifs ont augmenté énormément. Alors, pas tous les actifs. L'immobilier a beaucoup augmenté jusqu'à 2024, où il a commencé à péricliter aux États-Unis. Par contre, la bourse porte très bien. Alors pourquoi l'immobilier est tombé et pas la bourse ? C'est très simple, parce que quand un bien immobilier est trop cher et que les taux d'intérêt sont trop élevés, hein, puisque pour lutter contre l'inflation, le gouvernement avait décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Donc quand le bien est trop cher et que les taux d'intérêt sont trop élevés, les gens ne peuvent pas acheter. Ils n'en ont pas les moyens, donc ça ne se vend pas, tout simplement. Sauf à baisser considérablement le prix de l'immobilier, ce que les gens ne sont pas prêts à faire en général. Sauf désespérés. Mais c'est une autre phase de l'économie. Pour éviter justement la déflation, qui est la phase naturelle après une période d'inflation, il aurait fallu justement garder des taux d'intérêt élevés et que les gens arrêtent d'acheter, y compris ceux qui sont dans le top 10, dans les 10% les plus aisés, et pour que tous les biens, y compris les actifs, baissent, c'est-à-dire l'immobilier, mais aussi les actions. Mais c'est pas le cas. Les actions ont augmenté parce que justement, d'abord, il y a encore beaucoup d'argent qui est créé par le gouvernement pour soutenir l'économie, notamment. Il y a aussi beaucoup d'argent à l'étranger, des euro-dollars, des pétrodollars, etc., qui reviennent aux États-Unis et qui ont besoin de s'investir, donc ils s'investissent sur le marché boursier, puisque c'est le plus facile. Et aussi, il y a la spéculation sur l'intelligence artificielle, les robots,
l'informatique quantique, etc., tous ces trucs un petit peu à la mode qui excitent beaucoup les investisseurs. Donc tout ça, ça provoque une effervescence sur le marché boursier. Alors, les implications sociales, par contre, sont potentiellement dangereuses aux États-Unis. Je m'explique. Quand on a une telle inégalité dans les revenus et dans les patrimoines, on va avoir une économie complètement désarticulée, avec d'un côté des gens qui se portent très bien, qui n'ont pas besoin de crédit. Aux États-Unis, ici, on a une mode buy now, pay later, c'est-à-dire on achète maintenant, mais on paye plus tard. Voilà, donc en fait c'est du crédit à la consommation. Donc ça c'est très développé aux États-Unis. Hein. Beaucoup d'Américains vivent à crédit. Bon, ça c'est pas nouveau, mais aujourd'hui il y a des outils de plus en plus développés, y compris pour la consommation alimentaire. Alors par exemple, quand je vais au supermarché, j'utilise une carte de crédit pour payer mon supermarché et ma carte de crédit m'envoie un message, un email le jour même ou 2 jours après pour me dire voilà, vous pouvez payer votre panier en 4 fois sans frais ou en 4 fois avec un petit taux d'intérêt, enfin peu importe. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est nouveau. C'était pas très américain à l'époque. Ça s'est fait justement après le Covid, lorsque l'inflation a commencé à devenir sérieuse. Donc là, les gens, là où il y a une demande, il y a une offre qui se crée quelque part. Ça, c'est la beauté du capitalisme. C'est la beauté du système américain. Alors, il y a un problème aussi sociétal, c'est-à-dire que un pays où il y a énormément de différences de patrimoine et de revenus va peut-être, je dis peut-être parce que là encore je suis très prudent, des gens parlent de guerre civile, de révolte, de révolution, etc. Moi j'y crois pas à ça. Moi je pense qu'effectivement il y a tant qu'on fait perdurer le rêve américain en disant voilà, n'importe quel gamin d'une banlieue pourrie, d'une ville américaine peut devenir millionnaire. Donc dans ces cas-là, les gens s'accrocheront à ça. Et puis c'est pas la mentalité américaine d'être envieux, d'être jaloux. C'est pas du tout leur truc. En général. Maintenant, bon, avec l'extrême gauche et les gens comme Mamdani, par exemple, oui, ils créent une sorte de frustration, une sorte de revanche, d'esprit revanchard sur les riches, qui peut donner lieu à ça, effectivement. Mais je veux pas vous gâcher le thème, mais c'est vrai que quand on regarde les profils de ces gens qui sont très vocaux sur taxons les riches, parce qu'en fait c'est ça l'histoire. C'est ce qui va finir par se produire, même aux États-Unis. Bon, pour l'instant, on a Trump comme président, mais il y a un moment donné où un démocrate socialiste, c'est-à-dire un communiste, arrivera au pouvoir à un moment donné aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, et qui dira, ben voilà, on va taxer les riches. Et le problème aux États-Unis, c'est qu'on peut pas quitter les États-Unis et dire, ben voilà, on n'est plus redevable fiscalement au gouvernement américain, puisque on a une taxation sur la nationalité. On n'a pas la chance d'être comme en Europe, où quand on quitte un pays européen, ben, on doit plus rien. Voilà, au revoir, merci. Ici aux États-Unis, même quand un Américain habite en Argentine, en Suisse ou à Singapour, ben, s'il est encore américain, il doit encore faire ses déclarations américaines et éventuellement payer des impôts aux États-Unis. Ce qui est très désagréable. Pas tellement les impôts, parce que bon, il y a des moyens légaux de diminuer sa facture, voire de rien payer du tout, bien sûr. C'est pas ça le problème. C'est toute la paperasse et l'aspect contrôle. Bon, ça c'est l'aspect impérial des États-Unis. Hein. C'est un empire, donc ils gardent le contrôle de ses citoyens là où ils sont. Alors avant, on nous expliquait que c'était pour les protéger, mais bon,
On sait très bien qu'en dessous, c'est pour les contrôler, bien sûr, on n'est pas dupes. Bon, donc voilà, donc on est en fait dans une situation où potentiellement on va avoir aux États-Unis la même situation qu'en Europe, avec une détestation des riches, une détestation, et qui est riche d'abord, hein, c'est la célèbre question de Monsieur Hollande. Hein, comment définit-on les riches, hein, c'est pas évident. Et on va avoir une détestation des riches, on va les jalouser, on va les envier et on va vouloir les taxer. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont pas se laisser faire, les soi-disant riches. Et s'ils maintiennent l'économie sous perfusion par leurs dépenses, bah, peut-être que si on les taxe, bah, ils vont peut-être plus dépenser autant. Donc ça va impacter évidemment l'activité économique. Tout ça, c'est connecté. Je veux dire, c'est pas parce que les dirigeants français n'ont pas compris ce phénomène très simple, hein, de connexion que on doit estimer que c'est normal de déconnecter tout et de se dire non, on va taxer les riches quoi qu'il arrive. Non, ça marche pas comme ça. Encore une fois, je me rappellerai toujours de ce que disait quelqu'un dans une conversation. Sans les riches, on n'aurait pas de travail. Bah oui, c'est vrai. À moins que tu remplaces le riche par l'État, mais l'État c'est pas un créateur de valeur, c'est une pompe à valeur puisqu'il prend à Paul pour donner à Pierre ou à Jacques, voilà. Et il empoche sa petite commission dans le flot des échanges entre les prélèvements et les aides. Donc voilà, donc c'est un système quasi mafieux. Bon, mais on accepte parce que justement on estime que c'est le prix à payer pour vivre en société. Et cela dit, ça peut mettre en cause le consentement à l'impôt. Et je sais qu'en France on en parle, mais aussi aux États-Unis, on a de plus en plus un problème de consentement à l'impôt parce que on veut savoir où va notre argent quand on paye des impôts. Voilà. Donc les Américains commencent aussi à se poser des questions, à poser des questions à leurs politiciens et à demander des comptes. Alors bon, on est au tout début, hein, mais c'est vrai que on va de plus en plus mettre la pression et surtout ces 10%, ces gens-là vont demander des comptes et dire voilà, parce que ces 10%-là payent, c'est eux qui payent la majeure partie des impôts aux États-Unis. En matière, enfin, l'impôt sur le revenu, bien sûr. Mais pas seulement. S'ils sont chefs d'entreprise, etc., ils payent des impôts sur les sociétés aussi. Donc tout ça, c'est connecté. Donc si on commence à leur pourrir la vie et à les détester et à les envier, eh bien, ils vont se poser des questions sur leur devenir dans ce pays. Et c'est surtout pas ce que c'est pas la mentalité américaine, je répète encore une fois, mais c'est une mentalité qui est notamment importée par des immigrants venus de pays où on a l'habitude de revendiquer l'argent des autres. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, vous imaginez bien que les profils sont très différents, mais il y a une mentalité américaine aussi qui est comme ça chez l'extrême gauche, et ça va pas disparaître de sitôt. Voilà. Donc voilà, donc rappelez-vous, hein, vous allez peut-être en parler en France également, de cette économie en forme de K, comme la lettre K. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt, mes amis.